Il y a eu une espèce de prise de conscience forte qu'il y avait une urgence climatique et aussi qu'il y avait une crise de la biodiversité. Les mots sixième extinction de masse ont été très forts pour moi. Bonjour Tiffaine. Bonjour Sonia. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation en tant qu'agitatrice. Et pour resituer un petit peu notre rencontre, on s'est rencontrés en août dernier, 2022, dans le cadre d'une résidence artistique au sein du collectif Le Bruit qui court. Et on s'est aperçu que l'écriture est un dénominateur commun entre nous, notamment. Il y en a d'autres. Et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. Je m'appelle Tiffaine, j'ai 26 ans et je suis étudiante en psychologie. Un peu sur le tard pour des études, mais en fait j'ai eu un parcours où j'ai fait d'abord une prépa, une école de commerce. Et ensuite il y a eu une prise de conscience écologique, climatique et sociale qui est venue bouleverser un petit peu tout ça. Et donc maintenant j'ai repris des études en psychologie et en parallèle j'ai un peu ce double statut étudiante-autrice. J'ai publié cet été aux éditions La Butineuse un recueil de poèmes qui s'appelle Inventaire d'émotions transitoires et qui essaie d'explorer en fait toutes les émotions qu'on peut ressentir quand on fait ce chemin de prise de conscience, qui bouscule profondément en fait la vision du monde qu'on pouvait avoir avant. Et comment est-ce qu'on peut les nommer pour les accepter, comment est-ce qu'on peut les traverser, les partager ensemble. Et alors justement, on va revenir en détail sur ce recueil de poèmes, d'émotions. Tu as parlé où il y a eu comme une bifurcation ou une rupture dans ce parcours. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Comment ça s'est matérialisé peut-être aussi? En fait, moi je pense que je viens d'un milieu qui est extrêmement privilégié, avec un peu une voie qui était toute tracée pour moi et que je suivais peut-être sans trop me poser de questions. J'étais pas forcément hyper bien dans ma peau à ce moment-là, mais voilà, j'étais un peu en mode c'est par là qu'il faut aller et donc on y va. Et en fait, quand j'étais en dernière année d'école de commerce, j'étais en Erasmus à Prague, donc j'avais pas mal de temps en fait parce que j'avais pas trop cours et donc j'ai passé pas mal de temps sur internet à lire et en fait c'est à ce moment-là je pense qu'il y a eu j'avais suffisamment d'espace émotionnel et mental disponible pour entendre des réalités climatiques, des réalités sociales. Donc moi c'est vraiment rentré par le climat. Au début vraiment il y a eu une espèce de prise de conscience forte qu'il y avait une urgence climatique et aussi qu'il y avait une crise de la biodiversité. Les mots sixième extinction de masse ont été très forts pour moi. Et donc à partir de cette prise de conscience-là, il y a eu un mouvement de bascule où j'ai commencé à changer des petites choses pour moi, disons, donc manger beaucoup moins de viande, arrêter d'acheter des choses neuves, j'ai arrêté de prendre l'avion à ce moment-là aussi. Donc faire les petits changements que moi je pouvais faire en fait à mon échelle. Et après, il y a eu un besoin d'aligner le professionnel au personnel, disons, à ces convictions-là. Et du coup, il y a eu un peu cette prise de conscience que je n'allais pas pouvoir continuer dans la voie que j'avais choisie pour le moment, quoi. Ou en tout cas que je ne voulais pas le faire. Et j'avais encore une fois la chance de pouvoir prendre le temps et de chercher et de faire autre chose et de ne pas me lancer directement dans un métier. Et donc, je me suis un peu promenée, un peu formée. J'ai fait une formation au campus de la transition qui a été très importante pour moi. J'ai fait un peu de woofing, un peu de permaculture. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu chaque formation? La première formation, c'était sur… Alors, ça s'appelait le T-Camp. Aujourd'hui, ça s'appelle le T-Campus. Oui. C'était une formation qui était censée être immersive de 2 mois et qui forme aux enjeux de la transition écologique et sociale. D'accord. Donc, le campus de la transition, c'est pas très loin de Paris et c'est une association et un lieu qui fait de la recherche sur la transition écologique, qui expérimente. Voilà. Je me suis un peu radicalisée à ce moment-là, je pense, parce que ça m'a permis d'être entourée de personnes qui partageaient mes questionnements et de plus me sentir comme un ovni, de douter moins de moi. Ça a aussi été un moment hyper important parce que j'ai commencé à partager mes poèmes à ce moment-là. Avant, j'écrivais juste dans un carnet pour moi et c'était dans un coin et je le disais à personne, quoi. Et ça a été une période de grande ouverture et aussi des espaces où j'ai trouvé beaucoup d'accueil, de bienveillance, de non-jugement. Donc ça a été le début pour moi de cette aventure poétique, disons. Il y a une décision qui est prise
de ne pas continuer voilà, dans la voie toute tracée. Mhm. Je suppose que l'on passe par une période un peu de déstabilisation, ou en tout cas, comment dire, c'est comme s'il y a, pas qu'il y a tout qui s'effondre, mais on avait peut-être une image d'Épinal. Est-ce que ça a été ça pour toi ou pas forcément? Je pense que ça a été un peu mêlé de plusieurs choses. Je pense que, comme je l'ai mentionné, dans ma vie à ce moment-là personnelle, j'étais pas forcément déjà à l'aise. Et c'est rajouté à ça un gros bouleversement de comment je voyais le monde en fait. Ça m'a donné en fait un peu une bonne excuse pour tout envoyer bouler, pour parler comme ça. Parce qu'il y avait cette notion de « Ah mais en fait c'est pas moi qui suis folle ». Il y a effectivement un problème, il y a effectivement très peu de sens dans la voie dans laquelle je suis pour l'instant. Et il y a beaucoup plus de sens pour moi et pour le monde à aller ailleurs en fait. Mais ça se fait pas, là quand on en parle avec le recul c'est plus simple, les décisions ont déjà été prises, etc. Mais c'est vrai que sur le moment ça crée des gros bouleversements émotionnels, ça peut créer énormément de déstress. Quand on est déjà un peu déprimé, en rajouter de l'anxiété, beaucoup sur qu'est-ce que va être ce futur qui nous arrive. Donc ouais, je suis passée par ça aussi. Et c'est pas mal ce que j'essaie d'exposer dans le livre, quoi. C'est de faire de la place à tout ça. Au fait que c'est pas tout blanc, tout noir, il y a des hauts, des bas, des moments où on est très confiant, où on a trouvé du sens, on a trouvé une communauté, on appartient et c'est extrêmement engageant et porteur, et puis d'autres où en fait c'est plus calme et on se dit il y a la vraie vie, il va falloir gagner sa vie à un moment donné par soi-même, il y a le monde tel qu'il est, la prise de conscience qui n'est pas si rapide que ça autour de nous. Tout ça. Est-ce que tu avais un métier que tu visais quand tu étais dans cette école de commerce? Oui, ce que j'avais pris comme chemin, c'était plutôt les ressources humaines. Ouais. Et j'avais fait un stage que j'avais beaucoup aimé dans une grande entreprise où du coup je faisais plutôt du développement personnel. D'accord. C'était un petit peu le monde des bisounours dans le siège, etc. Mais c'était un endroit où j'avais trouvé des intentions de soins à l'égard des employés, des salariés qui étaient fortes pour moi et engageantes. Et donc, si je me destinais à bosser dans le monde de l'entreprise, j'allais plutôt aller vers ça. Donc à essayer d'apporter cette dimension-là d'intelligence émotionnelle au sein de l'entreprise en fait. Et c'était un peu, ça découlait un peu d'une chose que je n'avais pas faite en sortie de terminale, c'est-à-dire aller faire des études de psychologie parce que ça me trottait déjà dans la tête à l'époque. Et donc que j'ai repris maintenant. Et alors, justement, ce recueil de poèmes, donc, c'est comme un petit peu un parcours d'émotions que l'on peut rencontrer lorsqu'il y a cette prise de conscience. Ouais, un peu. Après, j'ai eu énormément de mal à les mettre dans un ordre. Je pense que c'est des émotions que je retraverse au fil du chemin. Quand on parle très souvent de la courbe du deuil, où on dit d'abord le déni, ensuite la colère, ensuite plutôt la tristesse, et après, on retourne à la joie et on a accepté. Pour ce qui est des réalités climatiques et de l'anxiété, je ne le vis pas exactement comme ça. Pour moi, ça dépend des phases, ça dépend des moments où on la traverse et on la retraverse, quoi. Donc c'est plutôt un espèce de bouquet qui est offert. J'ai essayé quand même de raconter quelque chose, une histoire, un sens, et de marier les choses plus positives et les choses plus difficiles à vivre. Mais je pense que ça peut autant se lire d'une traite que picorer un poème par-ci par-là. Lorsqu'on en a besoin, peut-être. Exactement. Et alors, à qui s'adresse ce recueil de poèmes? C'est une bonne question. Je pense que je l'ai écrit avant tout pour moi. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais parce que j'avais besoin d'exprimer des choses que je disais à personne. Et du coup, j'ai pas eu de cible en tête particulière. Après, du coup, les personnes qui me lisent ou que j'imagine quand je me dis qui va lire, je pense plutôt à ma famille, mes amis, les gens autour de moi, parce que pour l'instant, ça commence forcément comme ça. C'est plutôt mes proches. Donc, est-ce que ça s'adresse à des personnes qui peut-être passent par ce même chemin, ou en tout cas, on entend parler aujourd'hui d'éco-anxiété? Est-ce que ça s'apparente à ça, ou ça peut être un outil? Ouais, je pense. En fait, j'ai mis du temps à accorder de la valeur à ce que j'écrivais, en fait. Et ensuite, c'est en partageant petit à petit que j'ai eu des retours positifs de gens qui m'ont dit que ça les touchait à ce que j'écrivais, qui trouvaient ça beau, qui s'y retrouvaient, etc. Donc ouais, c'est à destination des personnes qui peuvent s'y retrouver. Et dans les retours que j'ai eus pour l'instant, on n'est pas obligé d'être éco-anxieux pour se retrouver dans ce que j'écris, parce que ça peut rester assez large. Donc ça peut être autant des gens qui sont justement dans ces démarches d'éco-anxiété, de prise de conscience, que
juste des personnes qui ont des émotions. Donc ça fait beaucoup de monde. Oui, Parce qu'a priori, on en tout a le monde. tous. Donc c'est un recueil de poèmes qui peut toucher tout le monde. Alors ce recueil, je l'ai lu, j'ai pris le temps de le lire et déjà il y avait une question, voilà, recueil d'émotions transitoires. Pourquoi ce titre? Alors c'était vraiment dire qu'on peut en voir de absolument toutes les couleurs, du plus sombre au plus lumineux. Et transitoire, c'était pour faire un jeu de mots sur l'idée de transition et aussi le fait que les émotions, elles passent en fait. Donc, quelles qu'elles soient très hautes et très porteuses ou très difficiles, elles évoluent, elles passent, elles reviennent, elles font leur chemin. C'est des messagers de comment on est, de ce qui nous touche. Et voilà, c'était ça que je voulais refléter aussi dans ce titre. Est-ce que tu nous lirais un ou plusieurs de tes poèmes? Oui, avec plaisir. Ouais. Si tu as tes suggestions, je suis bien preneuse de savoir lesquelles t'ont plu. Effondrement, notamment. Et le deuxième, respect. Effondrement. Je lève le nez. Je viens de tout là-haut. Là où la tour est d'ivoire et les cages sont dorées. Je caresse les murs, paume tiède sur la pierre froide et dure. Mes doigts détaillent les immenses fissures. J'entends gémir les fondations, écartelées sous la pression. Va-t-il donc s'effondrer, ce monde qui m'a élevé? Il s'effondre déjà, autant pour moi. Je m'effondre avec lui, millions de deuils sous la pluie. Dans nos décombres, le chemin pour un autre monde. On a tout un chemin déjà rien que dans ce poème. Oui, pour moi, c'est cette notion. Les imaginaires de l'effondrement, je trouve, ils sont très terrifiants. Et du coup, j'essaye aussi de dire, bon, ok, il va y avoir la fin de quelque chose, mais ce sera aussi nécessairement le début d'autre chose. Ouais. Et c'est accepter qu'il y a les deux en même temps, illustrer un peu ça. Respect. N'oublie jamais le baiser de l'aurore, la joie immense s'élevant au-dessus de la brume. Devine la vie qui s'éveille entre les brins lourds de rosée. Le cycle millénaire, le paisible ordinaire, s'élance une fois encore, beau, inlassablement. Un texte chargé d'espoir et de lumière. Ouais, pour moi, il y a cette idée de se raccrocher au beau qui est hyper importante. Et pour sortir un peu du marasme et de l'inquiétude, c'est savoir regarder les toutes petites choses, quoi. Et dire, ben, la rosée du matin, le soleil qui se lève, c'est toujours incroyablement beau, quoi. Et c'est rassurant pour moi de me dire qu'il n'y a rien qui enlève ça, quoi. Merci pour ce poème. Est-ce que tu en as un autre à partager avec nous? Alors, qui m'est venu là de ce qu'on parlait, peut-être un qui s'appelle Rassurer, justement. Rassurer. L'intérieur de la tasse est frotté par le brin de tout l'été qu'elle a contenu, dans toutes les mains qui l'ont tenue. On peut même y voir ce qu'elle ne contient pas encore. Je souffle. La vapeur se précipite pour se blottir sur mes lunettes. Je n'ai pas besoin de voir pour savoir. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'à travers ce poème, tu as voulu inspirer justement? C'est cette question du tout va bien. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez idéaliste. Et du coup, si c'est pas parfait, alors ça va pas. Et du coup, c'est cette... et dans le monde qui est immense, il y a forcément quelque chose qui va pas. Et donc, quand est-ce que je m'autorise à considérer que tout va bien? Même si je sais que le futur me fait peur, même si je sais qu'il y a énormément de crises qui sont en cours. Comment est-ce que je vis ça aujourd'hui et à quoi je m'accroche pour dire ok, là tout va bien pour l'instant, au moins sur ce petit bout d'endroit où je suis. C'est ramener au moment présent. Et puis pour moi, il y a du lien aussi dans ce poème autour de la présence des autres qui est... là, c'est par un objet, c'est la tasse de thé, quoi, mais c'est aussi souvent des boissons qu'on partage, c'est des moments de réconfort à plusieurs où on est au chaud, tous ensemble, et donc il y a cette notion-là aussi.
Même si elle n'est pas mise directement, pour moi, elle est importante. Quelle est ta vision du monde par rapport, des fois on entend parler de monde d'après, de monde meilleur? Je pense que j'ai du mal à véhiculer une vision très positive en ce moment. Très honnêtement, je suis plutôt dans l'idée d'accepter que ça ne va pas aller vers un mieux. Mais ce que j'essaye de porter, en tout cas comme valeur, il y a des valeurs importantes d'écoute et de respect. En fait, pour moi, il y a une notion de soin qui est très importante. Donc si c'est un monde qui va de mal en pis, prendre soin quand même, toujours, les uns des autres. Et c'est ça que j'essaye de porter dans cette... Là, je parle de mes émotions à moi, mais c'est une invitation à écouter les siennes, à écouter celles des autres, et à leur accorder l'importance qu'elles ont dans notre vivre ensemble, en fait. Ouais. Donc, dans la vision que je porte, en tout cas, c'est peut-être un monde qui va moins bien, mais un monde où on prend soin. Du coup, j'aime bien mettre l'accent sur cette notion de prendre soin de l'autre, y compris de celui qui n'est pas du tout d'accord avec moi et qui n'emmène pas le monde dans la même direction que moi, quoi. Quel est ton rapport à la nature et aux vivants qui nous entourent? Je pense que j'ai été frappée par... j'ai lu sur la piste animale de Baptiste Morisot, où il fait cette réflexion sur la nature en disant on oppose nature et culture. Et donc le simple fait de l'appeler la nature, c'est déjà la dissocier de nous. Et donc j'ai un rapport où j'essaie de considérer que j'appartiens à la nature, en fait, intrinsèquement. Tout ce que je mange vient de la nature, d'une manière ou d'une autre. Et je rends aussi après donc, cette appartenance, en fait. Et en même temps, j'ai une vie de personne qui a grandi à Paris, donc dans la ville, etc., donc quand même très déconnectée. Je sais que si demain on me met toute seule dans la montagne, je ne vais pas survivre très longtemps. Et la nature, elle peut aussi être dure et inhospitalière, quoi. Oui. Donc j'ai ce mélange des deux, un peu de fascination pour cette nature sauvage qui est en même temps tellement belle et parfois cruelle. Voilà. Comment est-ce qu'on renoue avec elle? Comment est-ce qu'on se souvient qu'on y appartient? Comment tu fais durer ou comment tu entretiens ce sentiment d'appartenance? Je pense qu'il faut aller dehors. Ouais. Passer du temps Moi, j'aime bien passer du temps à regarder en silence, quoi. Ou juste j'aime beaucoup marcher, randonner. Et c'est des moments où du coup le corps est en mouvement, où on est plus dans ses sensations. Et je trouve que quand on écoute la nature sauvage, elle est là, quoi. Il faut se taire pour écouter, regarder, apprécier. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ou qu'est-ce que ça t'apporte quand tu es dans cette écoute ou silence? Souvent, c'est de l'émerveillement, c'est de l'appréciation de la beauté, c'est des moments de recentrage, de calme, d'effort physique aussi souvent. Donc, ça fait du bien, ouais. Ça détend. Quelle action, en tant que citoyenne, je peux entreprendre dans mon quotidien pour impacter positivement la planète? Ça, je pense que la liste est très très longue. Déjà, faire le constat qu'il y a un besoin de changement. Ouais. Et ensuite, c'est toujours... J'aimerais bien mettre l'accent sur le fait de changer ce que soi on peut changer, en fait. On n'est pas tous égaux. Pour moi, c'était simple d'arrêter de manger de la viande. Il y a des gens pour qui c'est compliqué. Mais voilà, il y a toute une liste de petites actions qui vont être individuelles comme ça sur le rapport au monde. Et après, il y a de l'implication plus politique. Donc ça peut être faire changer les choses sur son lieu de travail, ouvrir des discussions, ouvrir des groupes de travail. Il y a des gens qui s'impliquent dans le militantisme, qui font de la désobéissance civile, qui font des actions de blocage, d'autres qui passent par l'art. Le panorama est très vaste et du coup, c'est vraiment une invitation à trouver qu'est-ce qui convient aux gens, qu'est-ce qui est aligné avec eux. Ouais. Pour moi, c'est pas aligné d'aller bloquer une rue. Je pense que c'est utile et que c'est bien, mais c'est pas moi. Par contre, écrire des poèmes, essayer de participer à faire en sorte que notre culture change, parce qu'il y a un changement culturel majeur à opérer dans notre rapport au monde qui nous entoure, ça me correspond plus. Et c'est contribuer à cet ensemble de représentations collectives et d'émotions qu'on appelle la culture. Ça, pour moi, c'est l'acte citoyen que j'essaie de faire. Même si pour l'instant, c'est à très petite échelle, c'est ça pour moi. Tu écris, en tout cas avec ta contribution par l'écriture, tu écris un nouveau récit peut-être aussi Peut-être, oui. J'essaie ou en tout cas d'offrir un miroir. Ouais. J'ai du mal à imaginer un futur, mais
Je trouve que déjà avoir un miroir ou se regarder dans le miroir, c'est déjà prendre conscience et faire ses choix en fait. Ouais. Dire ah voilà, j'en suis là, ou bien le monde en est là, et où est-ce qu'on va maintenant quoi. Ouais. C'est déjà un très grand premier pas, la remise en cause. J'essaye pas trop de convaincre les gens de faire comme moi. C'est-à-dire, j'ai pas essayé de militer auprès des autres dans ma famille ou quoi pour qu'ils arrêtent de manger de la viande. Je suis plus, moi j'en mange pas, et si tu me demandes pourquoi, je t'expliquerai pourquoi. Mais je suis plutôt dans le laisser les gens venir et se faire leur propre opinion que d'essayer d'aller les faire changer en fait. Ouais. C'est très soit le changement que tu veux voir dans le monde quoi. C'est plutôt ça ma devise. Donc il y a ce premier recueil. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture comme ça qui ont germé peut-être Oui, j'ai un recueil qui me trotte dans la tête là, dont je parle souvent mais que j'ai pas encore mis en œuvre, qui sera un recueil sur l'écoféminisme. Ouais. Donc faire des ponts entre la façon dont on parle, notamment du corps des femmes, et la façon dont on parle de la nature. Il y a beaucoup de mots et de visions qui sont similaires en fait. Ouais. Donc j'aimerais bien pouvoir explorer ça. Et justement, ce terme écoféminisme, est-ce que tu peux nous le définir ? Alors je crois qu'il y a autant d'écoféminisme que d'écoféministes, mais l'idée c'est justement ce rapprochement entre la lutte écologique et la lutte féministe. En fait, il y a beaucoup de... Il n'y a pas que des luttes écologiques, il y a aussi des luttes sociales, et l'idée c'est de faire des liens entre elles, de dire il n'y en a pas une qui l'emporte sur l'autre. En fait, elles sont nichées dans les mêmes mécanismes de domination desquels il faut sortir, et affranchir l'un permet d'affranchir l'autre. Donc après forcément j'ai mon prisme selon mon histoire, donc j'ai été plus touchée par cette question du féminisme et de l'écologie, et donc là c'est ce pont-là entre ces deux causes-là qui m'intéresse. Comment je pourrais m'engager durablement ou plus en profondeur ? Sur cette question-là, du coup, je renvoie à cette question de valeur. Je pense qu'être aligné avec ses valeurs, c'est ce qu'on peut faire de plus durable, en fait. Donc pour moi, il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a ces valeurs d'écoute et de soin. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, qui prennent de la place. Donc qu'est-ce que c'est tes valeurs à toi ? Et qu'est-ce que tu portes ? Et une question aussi sur la durabilité que j'aime bien me poser, c'est si on construit un monde à 7 générations, dans cette génération, qu'est-ce qu'on leur laisse quoi ? Ou c'était en permaculture, ça c'était ce que je construis aujourd'hui doit être valable pour les 7 générations suivantes. Et donc pour moi, à mon échelle, c'est si j'ai des enfants, quel mode de vie je vais leur léguer ? Est-ce que ce mode de vie il est durable ? Est-ce qu'ils vont pouvoir le garder, le transmettre eux-mêmes à leurs enfants ? Et ça peut être une piste, une question pour dire ok, qu'est-ce que je construis ? Et est-ce que ça va pas durer et c'est comme ça ? Ou est-ce que je veux que ça dure très longtemps ? Et dans ce cas-là, je fais mes choix en ayant ça en tête. Merci pour cette question qui va rester en résonance. Et alors parce qu'on entend parler de valeurs, mais si tu devais y mettre ta définition à toi, qu'est-ce qu'une valeur ? Waouh. Qu'est-ce qu'une valeur ? J'aurais du mal à définir. C'est peut-être une représentation, un ensemble de... peut-être une règle qui passe au-dessus des autres, par exemple. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et elles peuvent être... Il y en a plein, des valeurs. Il y a des gens qui peuvent avoir comme valeur la réussite sociale, ou plein de choses qui sont possibles comme ça. Et pour moi, l'altruisme, c'est une valeur très importante. C'est des guides de comportement, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de connaître les siennes et de s'y aligner. Parce que je pense que c'est des règles qu'on se fixe, c'est des repères, en fait, qui nous permettent de nous guider. Et que souvent, elles sont bonnes, quoi. C'est des raisons. Donc, les connaître, voir quand est-ce qu'on les applique. Quand est-ce qu'on les applique moins, quand est-ce qu'il y en a une autre qui prend le pas. Voilà. Merci Tiffaine pour tous ces outils concrets et en même temps ce moment poétique que tu nous as offert pendant cette interview. Merci infiniment.